Compte-rendu de la 46e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 28 août 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 46e réunion du Conseil des ministres, présidée par Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État. Le point ci-après figurait à l'ordre du jour. 1. Communication de Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Le Président de la République a exposé sur les points suivants. 1. Règlement des cotisations du pays auprès des organisations internationales. Le Président de la République est revenu sur la nécessité de régulariser les cotisations de notre pays auprès des organisations internationales dont nous sommes membres, en particulier l'ONU et l'Union africaine, en épongeant les arriérés de nos cotisations, et cela en considération des implications qu'entraîne le non-paiement de ces arriérés en termes notamment de privation du droit d'éligibilité à des postes de direction et du droit de vote. Le chef de l'État, ayant constaté que cette situation n'a guère évolué, a chargé le Premier ministre de réunir Madame la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, son collègue de la coopération internationale, ainsi que le ministre des Finances, afin de faire l'état de la situation et de proposer au prochain Conseil des ministres un plan d'appurement des arriérés de dites cotisations. 2. Des ports privés illégaux et clandestins. Le chef de l'État a rappelé la réglementation en vigueur dans notre pays qui encadre strictement l'activité des ports du fait que ceux-ci sont traditionnellement considérés comme des ports-services où l'autorité portuaire s'occupe de tous les services opérationnels du port. Il a relevé qu'en violation de cette réglementation, de nombreux ports privés sont créés en toute illégalité et fonctionnent en marge de la légalité et des principes régissant le domaine public de l'État. Cette situation porte entre autres atteinte au monopole de gestion et d'exploitation des ports dans le bief maritime du pays, accordé à la Société commerciale de transports et ports par l'ordonnance numéro 71-307 du 3 décembre 1971. Ce texte permettait à celle-ci de gérer jadis 90% de tous les fret maritimes congolais. La Société commerciale de transport et ports a aujourd'hui perdu sa compétitivité depuis la mise en opération des ports privés susvisés. Ce qui est plus grave est que dans la plupart des cas, les opérateurs de ces ports privés ferment tout accès aux différents services publics, notamment la police, la douane et la quarantaine. Face à cette situation inacceptable, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports ainsi que le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux ont été chargés de faire un rapport circonstancié sur cette question à la prochaine réunion du Conseil des ministres. La violation de la loi ne pouvant être tolérée, tous les ports illégaux seront immédiatement fermés et les opérateurs remis entre les mains de la justice pour des sanctions exemplaires et appropriées. L'activisme de certains extrémistes se réclamant des partis politiques membres de la coalition au pouvoir. Le chef de l'État a relevé que depuis quelque temps, l'on observe un phénomène inhabituel qui met en exergue quelques individus qui, sous couvert de leur appartenance réelle ou supposée à tel ou tel parti politique de l'actuelle coalition au pouvoir, s'adonnent à des activités illégales dans certaines villes du pays, notamment Bukavu, Lubumbashi, Kasumbalesa, Kinshasa et Matadi. Afin de mettre un terme à cette situation anarchique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été chargé de prendre toutes les dispositions pour mettre ces civiques hors d'état de nuire et de recommander fermement aux dirigeants de ces partis politiques de mieux tenir en liesse leurs militants.
Le président de la République a insisté sur la nécessité d'appliquer la loi dans toute sa rigueur et pour tous. Problématique de tests Covid-19 exigés avant tout déplacement. Le chef de l'État a fait état des plaintes de la population au sujet des tests exigés avant tout déplacement, principalement à l'intérieur du pays, lesquels seraient à un prix exorbitant et variable selon les villes. Bien plus, l'on a dénoncé de cas de complaisance observés dans l'octroi des attestations à certaines personnes, moyennant de l'argent et sans avoir effectué au préalable un prélèvement. Les faits ci-dessus stigmatisés doivent interpeller la conscience collective et nous amener à changer de paradigme, a dit le chef de l'État. C'est ainsi que le ministre de la Santé a été chargé de veiller à sévir contre les établissements qui se trouveront en porte-à-faux avec les exigences légales en matière d'établissement et délivrance des attestations Covid. En même temps, le chef de l'État a invité le ministre de la Santé à proposer un prix compétitif de tests Covid qui soit à la portée de la bourse de nos concitoyens, et cela dans le but de soulager tant soit peu les voyageurs qui doivent déjà débourser le montant de GoPass. Projet de justice numérique et renforcement de l'état de droit. Le renforcement de l'état de droit par le biais de la modernisation de la justice et le combat contre les antivaleurs ont été amorcés depuis le début de l'année 2020. C'est dans ce contexte que, grâce à la coopération avec la France, un groupe d'experts, magistrats de renom et ingénieurs informaticiens a créé un logiciel qui facilite la formation et la mise à niveau des magistrats de la République démocratique du Congo. L'axe majeur de cette formation consistera dans la sélection des précurseurs qui seront équipés d'ordinateurs intégrant les différents textes en vigueur en République démocratique du Congo et du nouveau logiciel adapté au droit congolais après avoir bénéficié d'une formation intensive et accélérée. Au cours du mois de septembre 2020, une conférence sera organisée à Kinshasa pour présenter le projet, ses implications, et ainsi propulser ce projet qui est susceptible de participer à la lutte contre la corruption tout en assurant la cohérence et les moyens d'action du renforcement de l'état de droit. Rapatriement des recettes des entreprises minières. Au terme de l'article 269 du Code minier, le titulaire d'un titre minier qui, en phase d'amortissement de son investissement, exporte les produits marchands des mines est autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes des services de la dette étrangère les recettes de ses ventes à l'exportation à concurrence de 40%. Il est par ailleurs tenu de rapatrier obligatoirement dans son compte ouvert en République démocratique du Congo 60% des recettes d'exportation dans les 15 jours à dater de l'encaissement au compte principal prévu à l'article 267 du Code. Cependant, force est de constater qu'un montant total d'environ 1,5 milliard de dollars américains n'a pas été rapatrié en République démocratique du Congo par certaines entreprises minières durant la période de juin 2019 à ce jour. À cet effet, le président de la République a engagé le gouvernement à ce que toutes les entreprises minières concernées qui n'ont pas encore régularisé leur situation par rapport à cette obligation légale de rapatriement, de le faire en ayant 15 jours. Dépassé ce délai, les services compétents de la Banque centrale et de la DGRAD devront appliquer des sanctions sévères contre les contrevenants. Point d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a fait part au Conseil des ministres des faits suivants. 1. État et administration du territoire. Il est caractérisé par l'exaspération des parents et étudiants concernant le déclenchement de la grève des enseignants de l'APUKIN, l'APUPEN et l'APUKIS,
L'inquiétude de la population en rapport avec le relâchement des mesures barrières consécutifs à la levée de l'état d'urgence, ainsi que concernant l'augmentation, sans raison particulière, des prix de denrées de première nécessité. Il est caractérisé également par des revendications et plaintes de la population concernant les facturations de la Régie des eaux et de la SNEL. Des solutions idoines ont été suggérées à propos de ces sujets. La psychose de la population du Bas-Zouélé à la suite du crash d'un ballon Loon numéro HBL 166 parachutiste le lundi 24 août 2020. Cette situation s'est calmée à la suite des explications fournies par les autorités. L'enquête y relative est en cours. État sécuritaire. On note l'activisme de groupes armés qui se poursuit, notamment celui du groupe ADF-MTM à Beni dans le Nord Kivu et celui de FRF Ngumino El Michel Rukunda dans le Sud Kivu, bien que de plus en plus affaiblis par la force de feu de FARDC. On note également la création d'une nouvelle milice dénommée Association pour la balkanisation de la République démocratique du Congo par certains éléments ex-M23 dans le sud de Kivu. Des stratégies sont menées par l'état-major de FARDC pour contrer ces mouvements. Criminalité et banditisme. La province du Haut-Katanga a été affectée par des troubles à l'ordre public consécutifs au meurtre de 2 personnes par des hommes armés à Lubumbashi. La police est intervenue. Elle mène des investigations appropriées à ce sujet. Situation sociale. On note dans le sud Kivu la pénurie des intrants qui rend inactif le traitement des échantillons relatifs à la Covid-19 au laboratoire de Bukavu. Le gouvernement a été saisi de cette situation en vue de trouver rapidement des solutions. Dans la ville de Kinshasa, les agents et fonctionnaires de l'État observent un arrêt de travail depuis le jeudi 27 août 2020 pour revendiquer le paiement de leurs primes spécifiques et le deuxième palier, y compris le paiement de nouvelles unités. Les ministres compétents ont été instruits d'assurer le suivi de ces dossiers. Ministre de la Défense nationale et anciens combattants. Le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a informé le Conseil de faits suivants. En règle générale, il a été constaté que la situation demeure sous contrôle des FARDC qui poursuivent sans relâche la traque des forces négatives opérant dans quelques territoires de l'Est du pays. À ce sujet, les résultats sont encourageants en termes de réduction sensible des capacités opérationnelles des terroristes ADF-MTM dans le Nord Kivu, FRF Ngumino El Michel Rukundo dans le Sud Kivu. Dans le Sud Kivu toujours, il a été annoncé la création par certains rebelles ex-M23 d'un mouvement insurrectionnel dénommé Association pour la balkanisation de la République démocratique du Congo, constituée en grande partie d'éléments étrangers et des rebelles ex-M23. Ce mouvement a fait des tentatives d'occupation de certaines localités. Ils ont hissé un drapeau de la prétendue République du Kivu. Celui-ci a été finalement enlevé à la suite de l'intervention des FARDC. Par ailleurs, les besoins de l'armée ont été exprimés par le ministre de la Défense. Gouverneur de la Banque centrale. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange. Invité au Conseil des ministres à exposer ces sujets, le gouverneur de la Banque centrale a donné les indications suivantes. 1. Développement sur les marchés d'échange et des biens et services au cours de la semaine du 20 au 27 août 2020. Il a été observé une relative stabilité du taux sur le marché d'échange et une poursuite de la poussée inflationniste sur le marché des biens et services. Facteurs explicatifs de ces situations. 1. Le marché de change.
Pour le gouvernement, la stabilité observée sur le marché des changes au cours de la période allant du 20 au 27 août dernier résulte principalement de la maîtrise des facteurs de la demande avec la mise en œuvre des mesures relatives au pacte de stabilité signé entre le gouvernement et la Banque centrale. C'est le cas des domaines ci-après. En ce qui concerne la politique budgétaire, on a noté l'atténuation du déficit public et l'absence de financement monétaire du déficit public. En ce qui concerne la politique monétaire et d'échange, c'est avec le resserrement de la liquidité attesté par la poursuite de la contraction des avoirs libres des banques et la poursuite des missions de vérification de rapatriement des devises auprès des banques. Marché des biens et services. La hausse relative de l'inflation au cours de cette période résulte des facteurs d'offre liés notamment à la rareté de certains produits, dont les produits alimentaires importés à Kinshasa et dans certaines provinces comme dans le Haut-Katanga. Perspective. Il y a nécessité d'un strict respect des engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité. De même, il faut accélérer les actions d'évacuation des produits agricoles des lieux de production vers les principaux centres de consommation. Il faut également améliorer la mobilisation des recettes par des mesures de lutte contre la fraude et la corruption. Ministre de l'économie nationale. Évolution des prix de produits de première nécessité. Madame la ministre de l'économie a fait part au Conseil des ministres des résultats partiels du contrôle économique en cours de réalisation par son ministère en termes d'évolution des prix avant et après les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les impacts de la Covid-19. Ce contrôle renseigne les tendances des prix des produits de grande consommation, les facteurs explicatifs des évolutions enregistrées et les mesures préconisées pour consolider la stabilité des prix sur les marchés et préserver le pouvoir d'achat de la population. En ce qui concerne la tendance des prix sur les marchés, on a noté que sur un échantillon de 34 produits suivis, les biens ayant connu une baisse de prix sont au nombre de 13 produits, soit 38%. Ceux dont les prix n'ont pas changé sont au nombre de 10, soit 29%, tandis que 11 produits ont connu une hausse, soit près de 32%. Facteurs explicatifs. La baisse comme la stabilité des prix s'explique par plusieurs facteurs, notamment la levée des barrières sur les principales voies d'approvisionnement, la suspension de la TVA sur certains produits de première nécessité. En ce qui concerne la tendance haussière des prix de certains produits, elle s'explique également par la volatilité du taux d'échange. De même, les difficultés liées au circuit de distribution des produits constituent un facteur d'augmentation des prix. Mesures préconisées par Madame la ministre de l'Économie. Parmi les mesures préconisées pour enrayer la hausse des prix, il a été suggéré la consolidation de la stabilité du taux d'échange, le maintien et l'élargissement du contrôle économique sur toute l'étendue du territoire national pour décourager la spéculation sur les prix, le maintien de la mesure consistant à lever les barrières sur les principaux axes d'approvisionnement de grandes villes. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions de la 45e réunion du Conseil des ministres du vendredi 21 août 2020 a été approuvé. Examen et adoption des dossiers. Premier dossier, celui présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Il s'agit de la situation au poste frontalier de Kasumbalesa. Quelles sont les données du problème? À l'occasion de la mission effectuée à Lubumbashi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, dans le cadre des travaux de la commission mixte Zambie-RDC, la partie zambienne a soulevé le problème des horaires de travail au bureau de douane de la République démocratique du Congo
principalement au poste frontalier de Kasumbalesa. Il a été signalé à cette occasion que les services de douane en République démocratique du Congo opèrent entre 9 h et 15 h, alors que les normes de la SADC préconisent l'ouverture 24 heures sur 24. Tout semble indiquer également que les règles qui sont d'application pour le COMESA en matière de commerce international ne s'accommoderaient pas avec les modalités de fonctionnement des services douaniers congolais. Cette situation qui occasionne des retards énormes dans le dédouanement des biens importés via la Zambie pousse les camionneurs à décharger leurs cargaisons en Zambie, d'où elles passent par fraude dans les territoires congolais. Ceci favorise le phénomène dit bilanga, à savoir la fraude douanière opérée par des jeunes désœuvrés venus pour la plupart des provinces du Kasaï et du Grand Katanga et qui se substituent au service de l'État. Ces personnes se recommandent des partis politiques. À la réunion présidée à cet effet par son Excellence Monsieur le Premier ministre, des résolutions ont été prises parmi lesquelles le rétablissement de l'ordre et l'autorité de l'État afin de permettre le fonctionnement régulier des services étatiques à la frontière. La recherche d'une solution globale intégrant également des solutions alternatives à l'occupation des jeunes désœuvrés concernés. Le retrait de services qui exercent à la frontière en violation du décret numéro 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République démocratique du Congo, à savoir la DGDA, l'ECC, la DGM et le service hygiène publique. L'instauration d'un horaire de travail de 24 heures sur 24 à la frontière de Kasumbalesa, harmonisant ainsi avec ce qui se passe du côté zambien. La fermeture de tous les points de passage dits bilanga et l'arrêt de transbordement sur le territoire zambien des marchandises à destination de la République démocratique du Congo. Après débat et délibérations, ce dossier a été adopté. Ministre de la Santé. 1. Évolution de la situation de la pandémie de Covid-19 et autres épidémies en République démocratique du Congo. Le ministre a informé le Conseil sur ce qui suit. Primo, la maladie à Covid-19. Situation épidémiologique au 28 août 2020. Situation de contamination. Cumul des cas de contamination 9 994. Nombre de guéris 9 035. Nombre de décédés 255. Localisation des cas. 17 provinces ont été touchées. Et les provinces les plus touchées parmi les 17 sont Kinshasa, Nord Kivu, Congo central, Haut-Katanga et Sud Kivu. Les points saillants en rapport avec la Covid-19. On constate des cas de baisse de contamination dans certaines provinces. 14,8% des cas de contamination concernent le personnel de santé, dont une grande prévalence chez les médecins. Rupture en tests et consommables de laboratoire dans certains centres. Segundo, la maladie à virus Ebola à l'Équateur. De la situation épidémiologique au 27 août 2020. Nombre de cas recensés 107. Nombre de décès 41. Nombre de personnes guéries 47. Localisation de l'épidémie. Les zones de santé les plus touchées sont Bikoro, Bolenge, Bolomba, Iboko, Ingende, Lilanga, Bobangi, Lulanga, Mampoko, Lotumbe, Mbandaka, Monieka, Wangata, etc. Quels sont les points saillants en rapport avec l'épidémie à virus Ebola? On note une nouvelle zone de santé contaminée. On note également l'augmentation du nombre des cas confirmés. 23 980 personnes ont été vaccinées. Vice-premier ministre, ministre du Budget, complété par le ministre des Finances.
Il s'agit du dossier relatif à l'évaluation et au suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'État. L'examen de ce point a été renvoyé à une prochaine réunion du Conseil des ministres. Ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Il s'agit du dossier relatif à la nécessité d'identification des travailleurs étrangers en République démocratique du Congo. Madame la ministre d'État a informé les membres du Conseil qu'elle a fait le constat que l'embauche des travailleurs étrangers dans plusieurs entreprises se fait en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. À ce sujet, elle estime qu'il faut faire procéder à l'identification des étrangers. D'après elle, cette identification aura entre autres pour avantage de disposer d'une base de données fiable des travailleurs étrangers, protéger la main-d'œuvre nationale en exigeant aux entreprises de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Élargir l'assiette des recettes fiscales et sociales de l'État par une maîtrise de la population des travailleurs étrangers. Constituer une banque des données. Pour terminer, Madame le ministre a sollicité l'adoption de ce dossier. Après des bases de délibération, le dossier a été adopté moyennant application des dispositions légales quant au financement du projet. Ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants. Il s'agit du dossier relatif au lancement de la campagne Tolérance zéro immédiate envers les crimes contre les violences sexuelles basées sur le genre, VSBG en sigle, ainsi que l'impunité. Madame le ministre d'État a rappelé que les chefs d'État de la région des Grands Lacs ont convoqué un sommet ordinaire en 2011 à Kampala à la suite de guerres récurrentes dans la région des Grands Lacs qui ont eu pour principales victimes les femmes, les victimes des violences sexuelles et autres agressions physiques. Une déclaration dite de Kampala s'en est suivie assortie de 19 décisions qui s'articulent autour des principaux thèmes suivants, à savoir prévenir les violences sexuelles basées sur le genre, mettre fin à l'impunité des auteurs des violences sexuelles basées sur le genre. Les instances africaines appropriées avaient chargé les ministres en charge du genre et de la justice de signer un communiqué final recommandant le lancement de la campagne Tolérance zéro immédiate dans tous les pays. Les activités relatives à cette campagne devraient être maintenues pendant 2 ans d'une part, et d'autre part, le lieu choisi pour le lancement devrait revêtir un caractère symbolique sur le plan national. La campagne consistera en la sensibilisation du public sur toutes les formes de violence à l'égard des femmes, en la vulgarisation des politiques, des stratégies et des plans y relatifs. Il reviendrait ensuite au chef de l'État de déclarer officiellement la tolérance zéro sur les crimes et l'impunité de la VSBG. Des annonces devraient se faire à travers des discours publics. Madame le ministre d'État propose que le lancement de cette campagne Tolérance zéro immédiate soit fait du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre toutes les formes de violence faites à la femme, au 10 décembre, constituant la journée de déclaration universelle des droits de l'homme. Le budget y relatif a été également présenté au Conseil des ministres. Madame le ministre a sollicité l'adoption de ce dossier. Après des bases de délibération, le dossier a été adopté. Deuxième dossier, celui relatif à la validation du plan d'action national de la deuxième génération sur la femme, la paix et la sécurité en République démocratique du Congo pour les années 2020-2023. Madame la ministre d'État a rappelé que la résolution 1325 est un instrument juridique adopté le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité.
Elle vise la nécessité d'accroître la participation des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes dans le processus de prise de décision visant à promouvoir la paix et la sécurité, ainsi que dans la prévention, le règlement des conflits et dans les opérations de maintien de paix. Pour rappel, la déclaration de la présidence du Conseil de sécurité du 23 octobre 2007 demandait aux États membres de mettre en œuvre la résolution 1325 et d'élaborer des plans d'action nationaux pour une durée de 4 ans. Le plan d'action national 1324 de la deuxième génération, adopté en 2018, a pour objectif principal de promouvoir un environnement sécurisé, garantissant une implication équitable des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Madame le ministre d'État a sollicité l'adoption de ce plan par le Conseil des ministres. Après débats et délibérations, ce dossier a été adopté. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Il s'agit du dossier relatif à la note concernant le crash de l'Antonov 72. Pour rappel, ce crash s'est produit dans la localité de Kolé, en province de Sankuru, le 10 octobre 2019. Cet avion de type Antonov 72, affrété par la présidence de la République, avait à son bord 9 passagers, dont 5 expatriés membres d'équipage et 4 nationaux. Les dernières conclusions partielles des experts ont permis l'identification avec certitude des restes humains des 8 personnes sur les 9 qui étaient à bord. La confrontation des résultats de l'équipe de génétique avec ceux de l'équipe médico-légale a permis non seulement d'établir la correspondance entre les pièces et les corps et entre ceux-ci et les victimes présumées, mais encore de cibler les sacs où reposent ces restes. Aujourd'hui, les restes des personnes ci-après désignées peuvent être rendus à leur famille. Il s'agit de Divyoka Dimpanga, de nationalité congolaise, Maloba Mpiana Modeste, de nationalité congolaise, Mukadi Chibangu, congolais de son état, Chizungu Jules, congolais également, Gorokov Sergei, ukrainien, Sadovnichi Vladimir, russe, Salikov Oleksiy, ukrainien, Shumkov Vitali, russe. Tout laisse croire que le 9e membre de l'équipage, dont on a trouvé que l'appareil de téléphone, devrait être M. Mukembetali Yev Mergali, de nationalité kazakh. Il doit être rappelé que ce sont les experts du Centre génétique humaine de l'UNIKIN qui ont travaillé avec l'appui technique du Centre de médecine légale de l'Université belge KUL et l'équipe médico-légale de l'Institut médico-légal et funéraire de la République démocratique du Congo. Au vu de ces rapports, Monsieur le ministre de la Défense nationale a proposé d'instituer une commission interministérielle composée des ministres sectoriels concernés. Elle devrait étudier le dossier et faire des propositions à son Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant tous les aspects liés à la logistique, l'indemnisation, la prise en charge des obsèques et le rapatriement du reste des victimes s'il y a lieu. Ministre de l'Industrie. Il s'agit du dossier relatif à la première réunion des ministres de l'Industrie de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC en sigle, à Kinshasa du 21 au 25 septembre 2020. L'examen de ce dossier a été reporté. Ministre des Droits humains. Il s'agit de la demande de soutien à la candidature du professeur Romy Ngoyi Lumbu au poste de président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Exposant sur le sujet, le ministre des Droits humains a indiqué que le candidat proposé, docteur en droit, occupe déjà la fonction de vice-président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Sa présence renforcera
l'image de la République démocratique du Congo. À ce sujet, il est proposé au Conseil des ministres de soutenir cette candidature et de mettre à sa disposition les moyens de faire sa campagne. Un lobbying devra être fait à son sujet. Après débat et délibération, le Conseil a adopté cette candidature. Examen et adoption des textes. Premier texte, celui proposé par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures. 3 textes ont été proposés par le ministre d'État en charge des hydrocarbures. Le premier concerne le projet d'avenant numéro 9 à la Convention du 11 août 1969 régissant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans la zone terrestre de la République démocratique du Congo. Le second concerne le projet d'ordonnance portant approbation de l'avenant numéro 9 à la Convention du 11 août 1969 régissant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans la zone terrestre de la République démocratique du Congo. Le troisième est un projet d'arrêté ministériel portant second renouvellement des concessions d'exploitation des hydrocarbures numéro 179, 180 et 191 de la zone terrestre de la République démocratique du Congo. Après débat, le Conseil des ministres a admis la nécessité de réalisation du projet, mais a chargé le Premier ministre de réunir les juristes du gouvernement et ceux de la présidence afin d'harmoniser les vues sur ces dossiers. Ministre du Tourisme. Le ministre du Tourisme a défendu les 3 projets ci-après. Un projet d'arrêté ministériel fixant les conditions d'exploitation et de classification des sites touristiques en République démocratique du Congo. 2 projets d'arrêté interministériel portant création du comité de pilotage du programme tourisme scolaire en République démocratique du Congo. 3 projets d'arrêté ministériel fixant les conditions d'exploitation des transports touristiques en République démocratique du Congo. Le premier projet a pour objet d'organiser les transports, de fixer les règles spécifiques, les conditions d'exploitation et de déterminer les procédures de délivrance, de notification et de renouvellement de l'agrément ainsi que les modalités de contrôle touristique. Le second porte création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage du service public du programme tourisme scolaire en République démocratique du Congo. Il a pour principale mission de s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des activités du tourisme scolaire, d'assurer la supervision globale du programme et de donner les orientations stratégiques sur sa gestion, de garantir la mise à disposition des ressources nécessaires à la réalisation des activités du programme. Le troisième projet fixe les conditions d'exploitation et de classification des sites touristiques en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ces projets. Commencé à 12h31, la réunion s'est terminée vers 20h20. Je vous remercie.